après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h du lundi au vendredi. Ça s'appelle le Grand Forum les amis, soyez-en les bienvenus jusque 18h. Voici le programme pour aujourd'hui. On va beaucoup parler du président de la République aujourd'hui, mais on se posera la question, on lancera même un avis de recherche. Où sont passés les Républicains ? Vous savez, les LR, ce parti de droite, seuls 89 sont qualifiés au second tour. 89 députés de droite, bien sûr. Le président Macron, qui fait tout sauf campagne, c'était déjà le cas, mais alors là, il se barre carrément à l'étranger, à croire que tout va bien, que les résultats sont parfaits pour l'élection législative. Où est le président Macron et pourquoi ne fait-il pas campagne ? Et puis on se posera aussi la question, on a entendu dire qu'il pourrait se déplacer peut-être dans les tout prochains jours en Ukraine, à Kiev, à l'invitation de Zelensky. Mais est-ce un bon choix que d'aller en Ukraine pour le président Macron avant la fin de sa présidence de la Commission européenne ? On en reparle dans quelques petites minutes, évidemment les amis, soyez les bienvenus. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Avec évidemment vos appels au direct pour débattre avec nous, 01 40 33 9000, et puis un zapping très fourni aujourd'hui. On reviendra principalement sur la soirée électorale où il y a eu des moments très chauds, notamment entre Rachida Dati et Clémentine Autain, entre Beaune et Corbière, qui a été élu d'ailleurs dès le premier tour, et entre Sandrine Rousseau et Stéphane Le Foll. Ce fut un peu... ça s'est écharpé comme dans les cours de récré. Et puis on verra aussi, et je suis sûr que ça fera réagir notre Pierre National, que la Macronie n'arrivait pas à parler d'une même son de cloche par rapport aux consignes de vote. Il y a eu quelques confusions dimanche soir. On en reparlera à propos de ce fameux barrage républicain. Avec nous aujourd'hui, Pierre-Henri, président de France Fraternité. Comment ça va mon Pierre ? Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de France Maghreb 2. Bonjour à toi. Écoute, tout va bien. Voilà. Bon, et c'est et parfait. D'ailleurs, nous allons passer 2 heures ensemble. Oui, je crois, oui. Et j'espère qu'à la fin, tu iras toujours très bien. Ah ben pourquoi j'irai pas bien ? Qu'est-ce que ça veut dire ça, Pierre-Henri ? Ah ben rien. Ça commence à menacer ? C'est pour te mettre en forme. Ah oui, tout va bien, t'inquiète pas, je te rassure. Mon Ali, il est là, directeur commercial. Comment ça va, mon Ali ? Pour le moment, je vais bien et j'espère dans 2 heures, je vais aller mieux. Bon, vous avez vu le prix de l'essence, là ? Oui, 2,20 €. Moi, je suis un peu effaré, oui. Mais bon, voilà. Ouais, et apparemment, ça va augmenter encore sévère, cet été. Oui, malheureusement, juste pour information, ça augmente pour 2 choses. Le contexte géopolitique est là. La parité du dollar avec l'euro, qui est très forte. Du coup, même l'État, aujourd'hui, a du mal à maintenir, parce qu'on incite comme une grande spéculation. Ce qui fait que je pense qu'on risque peut-être de terminer à 3 € avant la fin d'année. Oui, les spécialistes le disent en tout cas. Oui. Prenez le train. Oui, prendre des trains, ça dépend où tu vas, Pierre. T'es gentil, mais tu veux prendre le train et après tu fais comment ? Mais c'est une provocation, évidemment. En plus, ça coûte évidemment, cher, le train. Je vais pas te priver de ta voiture, ouais. Et de ton empreinte carbone. Oui, évidemment, Christophe. Évidemment. Bon, alors on va démarrer tout de suite, les amis, avec notre premier débat à propos de Emmanuel Macron, qui devrait, selon certaines indiscrétions, se rendre en Ukraine. Et paraît-il qu'il devrait le faire d'ailleurs avant la fin de son mandat en tant que président de la Commission européenne. Mais la question est un bon choix au vu du contexte politique, au vu du contexte géopolitique. Est-ce que Macron, le président français, puisse aller en Ukraine ? Qu'en penses-tu, mon cher Pierre ? Est-ce que ça serait judicieux pour le président Macron de partir en Ukraine ? La question n'est pas celle d'aller... c'est la mienne en tout cas. Oui, mais moi je vais te poser la mienne, si ça ne te dérange pas. Donc la question n'est pas de savoir si aller faire un selfie avec Zelensky à Kiev est une bonne chose. La question est de savoir si on se rend en Ukraine, à quoi cela peut-il servir ? Et en l'occurrence, il me semble
que le président de la République, président de l'Union européenne en exercice, souhaite se rendre en Ukraine et à Odessa, précisément, avec le chancelier allemand et avec la présidente de la Commission européenne. Et pourquoi faire ? Pour essayer de débloquer, évidemment, l'approvisionnement en blé, notamment, qui est bloqué à Odessa et sur lequel Erdogan lui-même a tenté une médiation qui a échoué. Or, il y a là un enjeu majeur, un enjeu de sécurité alimentaire qu'il faut tenter. Donc, que le président de la République, encore une fois président de l'Union européenne en exercice, se rende en Ukraine pour être utile. Ça se termine fin juin. Pour être utile au monde entier. C'est oui, mais il faut écouter ce que je dis. Mais tu étais au téléphone, donc tu pouvais pas écouter. Tout faire, moi, dans cette radio, il faut choisir ce que tu fais. Non, je choisis pas, mon vieux. C'est mon travail. Non, justement, c'est ton travail. Donc, sur la sécurité alimentaire, je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. Sur la situation, sur la situation alimentaire, uniquement. Mais encore une fois, il ne s'agit pas, je le répète une nouvelle fois, il ne s'agit pas d'aller faire un selfie à Kiev avec Zelensky. C'est pas de cela dont il s'agit. Oui, mais il s'agit d'essayer de réduire les conséquences de la guerre qui dure avec la Russie et qui a un impact terrible. Donc on se tape de ce que peuvent penser les Russes de cette visite. Qui a un impact terrible sur le reste du monde en matière d'approvisionnement alimentaire. Je rappelle quand même que la famine guette un certain nombre de zones dans le monde, et notamment en Afrique. Et donc, si on peut débloquer l'approvisionnement à partir du port d'Odessa, ça suppose évidemment de discuter en même temps avec les Russes. Et je rappelle que le fil n'a jamais été rompu. D'ailleurs, certains ont critiqué le président de la République pour maintenir le dialogue avec les Russes, avec Poutine. Zelensky lui-même s'est un peu moqué de cela en disant ça sert à rien. Moi, je pense que la diplomatie, elle sert à quelque chose, et que le président de la République est dans son rôle. D'accord. Ali, voilà. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie pour le président Macron, au vu du contexte international, au vu du contexte géopolitique dans cette région, que d'aller en Ukraine aux côtés de Zelensky, de s'afficher aux côtés de Zelensky ? Alors, depuis le début de ce conflit, on voit que la diplomatie a souvent été inexistante. Donc, la question qu'il faut se poser, et le président Macron doit peut-être présenter, je reviens sur ce que disait à l'instant Pierre, c'est que le président français se rend là-bas en tant que président de l'Europe ou bien en tant que président de la France. La France a toujours joué un rôle un peu d'intermédiaire, de neutre, de façon à pouvoir avoir un impact sur la diplomatie. Maintenant, s'il se rend en tant que président de la France, à mon avis, effectivement, stratégiquement et diplomatiquement, c'est pas forcément un bon signe, ça c'est mon avis. Maintenant, s'il va là-bas en tant que président effectivement de l'Europe jusqu'au 30 juin, et essayer peut-être de préparer, parce que le but c'est pas simplement d'aller, comme disait Pierre, de faire un selfie, c'est la visite, elle sert à quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Et qu'est-ce qui va surtout se passer après ? Est-ce qu'il va là-bas simplement pour des considérations économiques ? Voilà, tout le monde effectivement prévient que tu as parlé au tout début de l'impact déjà effectivement au niveau du diesel et de l'essence et des futures pénuries qui vont arriver parce qu'elles seront malheureusement inéluctables. D'accord ? Donc ça je pense, un point relativement important. Donc il va se présenter là-bas en tant que quoi ? Ça c'est effectivement... Parce qu'à côté, il faut connaître la perception effectivement du côté de Poutine et comment la Russie va percevoir effectivement ce voyage d'éventuellement de Macron en Zelensky. Alors maintenant sur Zelensky en lui-même, c'est effectivement c'est un président qui objectivement, c'est personnellement m'exaspère. Ce président, il m'exaspère parce qu'il passe son temps à la télévision. Alors, il était au Festival de Cannes, il était au Award américain, il était en Allemagne, il était partout. Donc, il fait plutôt du show plutôt que de passer son temps plutôt effectivement à trouver une issue diplomatique. Et ça, aujourd'hui, j'espère que là-bas,
si d'aventure M. Macron venait à le rencontrer en tête-à-tête, c'est bien de lui préciser qu'il est peut-être venu ici, mais derrière, ça veut dire que rapidement, ils doivent se mettre autour d'une table et de discuter pour enfin trouver une solution, une issue à ce problème qui commence effectivement à nous embêter, nous personnellement en France, en Europe déjà, et nous personnellement en France, et maintenant au quotidien. Alors justement, c'est très intéressant ce que tu dis, Ali, et j'ai envie de dire que le président Macron, on parle d'une visite à Kiev dans les tout prochains jours. Pourquoi ? Et à mon sens, cela a du sens, Pierre. C'est qu'il va y aller peut-être au nom de l'Europe et non pas au nom de la France. Et c'est vrai que ça change un peu la donne pour le coup. Tout à fait. Hein ? Mais il y va en tant que président français, président en exercice de l'Union européenne. Oui, mais c'est pas la même chose. Mais enfin, n'ergotons pas. Il est clair qu'il est dans une position institutionnelle qui lui permet à la fois de représenter l'Union européenne et évidemment, il est la voix de la France, il est la voix élue démocratiquement de ce pays et donc c'est d'une certaine manière indissociable. Encore une fois, alors moi, très sincèrement, je me garderais bien de donner des leçons à Zelensky, qui est passé du statut d'amuseur public à combattant de la première heure. On peut trouver qu'il en fait trop. Ça peut être un avis documenté. Toujours est-il que c'est un super communicant. Le problème, c'est que quand on rentre en guerre, une guerre qu'il subit, à un moment donné, il faut savoir aussi en sortir. Il ne peut pas y avoir de guerre indéfinie dans le temps. Tel que le souhaite ça risque de durer, Pierre. Joe Biden. Oui, il est clair que les Américains ont tout fait depuis le début pour que la guerre se poursuive. En même temps, il faut se rappeler qui est l'agresseur dans cette affaire. Et donc, nous sommes au cœur d'une guerre qui peut très bien augurer d'une troisième guerre mondiale et sur laquelle, et avec des conséquences énormes sur l'ensemble de la planète et sur laquelle il faut trouver une issue diplomatique. On s'arrête là. C'est très intéressant ce que tu dis. Je voulais qu'on en arrive là d'ailleurs. Quand tu parles de troisième guerre mondiale, c'était peut-être un peu fort de café, mais peut-être que cette guerre qui est aujourd'hui en Ukraine peut déclencher des mini-conflits. Je pense par exemple, on voit que ça commence à chauffer sérieusement entre la Chine et Taïwan. Ça, c'était prévisible. C'était prévisible, mais on a quand même attendu un peu de temps, ça a quand même duré. Et là, ça semble un petit peu se chatouiller dans les cordes, là, pour le coup. Oui, mais alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Ça a des conséquences, tout ça. Mais à partir du moment où on a l'agression russe sur l'Ukraine et que, de fait, l'Union européenne ne va pas rentrer en guerre, évidemment, ça donne un certain nombre d'idées aux dictatures dans le monde. Et la Chine, avec Taïwan, vient de rappeler récemment qu'elle cherchait d'abord une voie diplomatique, de négociation, mais qu'elle ne céderait pas sur la question du rattachement et sur la question de l'indépendance. Donc voilà, nous sommes dans cette figure-là et il y a d'autres. Et puis, pendant ce temps-là, Erdogan en profite pour aller taper sur les Kurdes une fois de plus, etc. Donc, évidemment que ce conflit a des conséquences énormes. C'est en ça. Alors, on va écouter Mehdi. Ali, bouge pas. On va écouter Mehdi qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonjour Mehdi. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour Mehdi. Alors, sur la visite éventuelle, parce que c'est pas encore confirmé, mais vraisemblablement, elle devrait intervenir probablement avant la fin de son exercice de président de l'Europe pour Emmanuel Macron à Kiev. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour le président Macron que de se rendre à Kiev ? Écoutez, stratégie ou pas stratégie, aujourd'hui nous sommes belligérants de l'Ukraine. Nous fournissons à l'Ukraine des armes. Ce n'est pas un secret, un secret de polichinelle. Donc aujourd'hui que Emmanuel Macron aille à Kiev, je vois pas où est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est notre fourniture d'armes aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec et qu'est-ce qu'ils en feront après ? Oui, alors c'est vrai que la question se pose par rapport aux armes et il a raison, Mehdi.
Aujourd'hui, ces armes, une fois la guerre terminée, elles vont terminer où? Dans quelles mains? À quel usage? On se pose la question, est-ce que c'est une bonne stratégie, Ali, que d'aller fournir des armes à l'Ukraine, franchement, quand on est la France? Alors, effectivement, je pense que si, effectivement, Emmanuel Macron se rend en Ukraine, je pense qu'il est important et j'espère qu'il va parler au nom de l'Europe, c'est pour enlever un peu l'hégémonie américaine, parce que pour le moment, l'Europe est malheureusement un peu absente de ce conflit, puisque maintenant, tout le monde sait que ce sont les Américains qui, quelque part, dirigent et contrôlent un peu ce conflit, que leur intérêt, c'est que ce conflit dure et perdure, puisqu'ils n'en subissent absolument aucune conséquence économique, tout au contraire. Enfin, l'inflation, quand même, ça commence un petit peu aux États-Unis. Oui, l'inflation... Biden a prévenu les Américains qu'il va falloir faire des efforts. Oui, bien entendu, mais ça, c'est pas problématique. Il faut toujours garder à l'esprit que les Américains ont de l'énergie et puis ceux qui impriment le dollar. Oui. Donc ça, c'est important et fondamental. Pour vendre leur gaz liquéfié. Voilà, tout à fait, le fameux gaz de schiste qui, effectivement, sur lequel ils sont en train d'organiser toute l'Europe. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que l'Europe se doit pour une fois, et si le président Emmanuel Macron se rend là-bas au nom de l'Europe et effectivement commence à parler d'une voie européenne pour préparer cette sortie de guerre, on sera ravis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de la guerre militaire, il y a la guerre économique. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? Chaque pays, je dis bien, chaque pays européen fait du propre bricolage. Vous avez l'Italie qui se rend vite en Algérie pour assurer ses approvisionnements en gaz. Vous avez l'Allemagne qui va débarquer aussi rapidement en Algérie pour dire aux autorités algériennes « on voudrait bien aussi un peu plus de votre gaz ». Donc chaque pays essaye de se débrouiller. Donc l'Europe n'est pas unie. Si Emmanuel Macron se rend là-bas en Ukraine et qu'il parle d'une voie qu'il enlève un peu cette suprématie américaine, je pense qu'on pourra éventuellement commencer à éventuellement voir une issue de sortie de cette guerre-là qui, pour le moment... Puisque tu parles d'Algérie, Ali, oui. Une visite de Macron en Algérie est absolument inévitable. Je pense qu'effectivement, on sait bien qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle un petit peu la carte du monde avec l'énergie, tout est rebalancé. Il y a eu d'ailleurs un entretien entre l'Amamra et la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, pour voir un petit peu sur quel pied danser, et certainement aussi pour préparer une éventuelle venue de Emmanuel Macron en Algérie. Oui, parce que chaque pays, je répète, Christophe, c'est très bien de garder à l'esprit, chaque pays aujourd'hui essaye tout seul d'assurer son approvisionnement en énergie, en blé. Chacun essaie. L'Europe n'est pas unie. N'est pas unie du tout. Ouais. Donc aujourd'hui, si Emmanuel Macron part un peu en Ukraine... Et les Américains jouent là-dessus d'ailleurs. Bien sûr, les Américains, leur intérêt, c'est qu'il n'y ait pas d'union, tout au contraire. Tu as dit, je crois en préambule, c'est Pierre qui disait que peut-être Emmanuel Macron allait avec le chancelier allemand. C'est important, il faut aller avec le pilier de l'Europe, de façon à dire que l'Europe doit aussi parler. Parce que ce qui est rigolo malheureusement dans ces guerres, je ne sais pas si l'adjectif rigolo est approprié, mais c'est qu'en fait, nous, on n'a rien demandé en Europe, on n'a absolument rien demandé. Ouais. Poutine ne nous a absolument rien fait, la Russie nous a rien fait, et on est en train de subir, on est en train d'importer des conséquences directes d'une guerre avec tout ce qui va arriver derrière, et là on risque effectivement d'avoir de gros soucis. Merci en tout cas Mehdi pour... je peux rajouter un dernier truc. T'as 30 secondes, vas-y. 30 secondes. N'oublions pas que la Russie et l'Algérie sont partenaires. Oui, tout à fait. Tout ce qui est fourniture militaire pour les Algériens, et j'en passe. Oui, sur beaucoup de choses. Oui, tu as raison, Est-ce qu'il ne faut pas oublier aussi autre chose? Je me pose la question, pourquoi le Premier ministre israélien, le jour où ça a commencé en Ukraine, est parti voir Poutine? Aujourd'hui, la Syrie est bombardée par Israël. On sait que la Russie, aujourd'hui, a des intérêts très stratégiques en Syrie. Aujourd'hui, le problème ne se réglera pas tant que le problème ne sera pas réglé en Syrie et avec l'Iran. Merci Mehdi, je suis obligé de te couper. Malheureusement, la pub étant là, il faut savoir l'accueillir, la pub, c'est important. Elle nous fait manger. À tout de suite, on continue d'en discuter avec Pierre-Henri Ali. Le LGF, le grand forum avec Ali, notre directeur commercial, avec Pierre-Henri, président de France Fraternité. Ça, mon Pierre, je te trouve inquiet aujourd'hui. Ah, pas du tout. Ah bon? Je te trouve un petit peu en deçà de ta forme. Non, pourquoi? Non, je sais pas, je te sens un peu soucieux. Tout va bien?
Nullement, non. Non, très bien, ok. Non, ça doit être ta propre projection. Non, c'est pas de projection. Il revient d'un week-end de la montagne, donc il ne peut être il est oxygéné. Non, mais tout va bien. Moi, je m'oxygène en permanence. Non, mais en réalité, je sais très bien ce que veut faire Christophe. Il veut me dire, est-ce que, Pierre, tu es inquiet du résultat d'Emmanuel Macron? Non, et donc, il non, faut mais que non. je lui réponde, mais, et toi, de Mélenchon, Ah, mais moi, je suis pas comment Mélenchon, va moi. la nupe? Moi, je suis pas Mélenchon, moi. Non, non, bien non, sûr, monsieur. bien sûr. Moi, je n'ai jamais Tu es affiché un ma couleur politique. partisan comme j'en ai rarement connu. D'ailleurs, le t-shirt, Voilà. c'est le t-shirt. Et d'ailleurs, le t-shirt Vive Mélenchon Non, c'est pas vrai. que tu as dit tout. Voilà. Non, c'est pas Mais vrai. Ne croyez mais absolument pas les inepties de Pierre-Henri. J'ai une info à vous donner, les amis. On est dans la Ça te quatrième va, je suis réveillé? Oui, Bon. on est dans la quatrième Ça va circonscription de Seine-Saint-Denis. Est arrivé en tête Marie-Georges Buffet Oui. et Asdin Taibi en deuxième position qui annonce son retrait. À l'instant, ça vient de tomber. Asdin Taibi donc annonce son retrait de cette élection. Donc, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. On vote ou pas? Oui, il y a Ça va être un 100%, seul quoi. électeur, il y a un seul candidat Ouais. et ça va faire un score à la taux. Corée, non? Oui, ça va Au faire delà, un hein. taux. Non, mais surtout, ça va être un taux d'abstention Énorme. terrible, Ah oui, terrible. terrible. Déjà que la Seine-Saint-Denis est le département où on a le moins voté, et donc dans une situation comme celle-là, je comprends très bien qu'Azedine Taibi se retire, puisque en réalité, il y a Il va quitter le Parti communiste. Je vous donne l'info aussi. Et pourquoi il se retire? Tout Parce simplement qu'il pense qu'il y a parce un que- gros écart et que voilà. Oui, et que, en gros, c'est quand même une division à l'intérieur de la famille communiste D'accord. Oui. Ils lui ont fait du sale. voilà, et donc, franchement, ça s'est beaucoup tapé dans la quatrième circonscription, Oui. Physiquement même. entre camarades. Ouais. Mais il faut imaginer que celui qui est arrivé première, en fait, une femme, Oui. soutenue par Marie-Georges Georges Buffet, Voilà. 31%. C'est vrai qu'on dit Buffet, mais Azedine Taibi a eu 21%. Et le troisième, et ça c'est quand même inédit, c'est le Rassemblement national avec 11% dans cette... En Marche qui se casse la gueule là-bas. Oui, alors En Marche a fait 9,8 et la candidate de En Marche a fait la campagne. Qu'on avait reçu d'ailleurs. C'était une bonne candidate qu'on avait reçue ici. Mais elle a fait une très bonne campagne, mais c'était injouable dans les conditions dans lesquelles elle était. Voilà. Et Ali Diawara a fait 8,5%. Et puis tous les autres sont en dessous de 5. Voilà, donc après les règlements de compte vont sans doute se poursuivre. Alors, pour Blanquer qui se plaignait de petites... Ah oui, Blanquer, c'est un mauvais perdant, Blanquer. Parce que lui, il s'est plaint de petits problèmes, il s'est plaint. Oui, il a annoncé un recours d'ailleurs, Blanquer. Il a un recours, donc à mon avis... on a l'habitude dans cette circonscription que je connais bien, c'est celle où je suis né. Oui. Et on avait un ancien médecin qui s'appelle Dor, qui avait aussi contesté et qui d'ailleurs avait gagné. Voilà, qui avait gagné à l'issue d'un revote. Dans le Loiret, là? Dans le Loiret, Ah, Montargis. tu la connais bien? Montargis, je suis né là-bas, mon vieux. Bien sûr, je connais bien. Ah oui, mieux. donc, j'ai dit, j'espère qu'ils vont. En tout cas, Blanquer terminé. Alors, revenons à nos moutons, les amis. Oui, alors on était sur effectivement Emmanuel Macron. Moi, j'aurais préféré que Zelensky vienne en France plutôt que Macron aille le voir. Parce qu'à la limite, faire l'Ukraine-Paris, et ça ne pose aucun problème de sécurité. Il aurait peut-être pu venir faire En général, c'est ce que les présidents font, en général, de pays qui sont en guerre, et plutôt ils se déplacent. Là, Zelensky, effectivement, il a plutôt l'habitude de recevoir les gens. Pas tellement, effectivement, l'intérêt. J'aurais préféré qu'il vienne. Ça aurait été, à mon avis, ça aurait eu peut-être un meilleur impact. Et on aurait peut-être un peu inversé un peu les rôles. Et peut-être que la France, déjà, nous, notre pays, et l'Europe auraient pris peut-être plus de poids dans ce conflit qui, je l'espère, va bientôt trouver son issue. Alors, Pierre, sur ce que disait Ali, très justement d'ailleurs, sur une union, sur une désunion plutôt de l'Europe face à cette crise, on voit que chacun essaie de travailler avec ses partenaires, plus que jouer l'unité. L'Italie, l'a si bien rappelé Ali, travaille de corps à corps avec l'Algérie.
Ils ont assuré leur approvisionnement. Ah ouais, là c'est clos, parce que tous les excédents en fait de pétrole vont aller directement pour l'Italie. La France, qui est un petit peu emmerdée, mais qui essaie quand même de maintenir un certain rapport avec l'Algérie pour essayer d'avoir quand même de sauver un peu les meubles. On voit que l'Allemagne essaye aussi de chercher ses partenaires. Tout ça, finalement, ça profite aux Américains, Pierre. Alors, il est clair qu'encore une fois, les Américains ont joué... de casser tout, Pierre. Ont joué une guerre durable en Ukraine à partir de l'invasion russe. Et pour les raisons qui ont été soulignées tout à l'heure, les ventes d'armes... C'est une bonne chose d'ailleurs de vendre des armes à l'Ukraine. Je crois qu'il y a eu plusieurs alertes qui ont été données sur la dispersion possible de ces armes. Oui, il y a une inquiétude à avoir. À partir du moment où il y a un approvisionnement énorme d'un terrain de conflit en armes diverses, certaines vont évidemment se perdre. On avait vu ça après la guerre des Balkans, sur l'ex-Yougoslavie. Ça avait donné cela. Sur la question de l'unité européenne, c'est pas nouveau. L'Europe ne marche pas toujours d'un seul pas. C'est une évidence. Avec d'ailleurs les pays dits de Visegrad, qui ont un rapport tout à fait particulier avec l'Ukraine et avec la Russie, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, qui sont dans des postures d'ailleurs assez diverses vis-à-vis du reste de l'Union. Ensuite, que chacun joue sa partie très vite, parce que sinon il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement, et notamment à l'hiver prochain, et il n'y a rien d'incompréhensible. Bon, moi je ne crois pas qu'il faille par ailleurs exagérer les différences à l'intérieur de l'Union européenne. Oui, l'Italie a joué sa partie. Oui, l'Allemagne, qui est très dépendante du gaz russe, cherche une solution, une alternative. C'est normal. Voilà. Et je crois que ils sont pas unis, Pierre. Du coup, c'est pas dans l'unité que ça se passe. Oui, enfin. L'idée que Mario Draghi, que Scholz, que Macron aillent ensemble en Ukraine me paraît une très bonne chose. Encore une fois, pas pour simplement aller visiter Zelensky, pas simplement pour dire que l'Ukraine subit une agression scandaleuse de la part des Russes, mais pour trouver une solution de sortie. Il est clair que les Russes sont en train de gagner leurs objectifs avec la liaison qui sont militairement, militairement. Mais évidemment, ils ont perdu. Ils vont gagner militairement, mais ils vont perdre économiquement, politiquement, etc. Mais voilà. Et donc, à la fin, il faut trouver une solution. Et donc, de ce point de vue, par rapport à ta première question, il me semble que ce déplacement est absolument indispensable si il est fait avec Draghi, avec Scholz, concertation avec. Mais pourquoi, moi, il a posé une question, effectivement, au départ, Christophe, mais pourquoi, moi, C'est bien, j'ai posé à 16h, on y répond à 16h35. On progresse, les gars, je veux dire, c'est bien. Mais la question... Ouais, mais tu as eu la pub, entre-temps, tu nous as dit qu'il fallait mais la question, et l'histoire est là, pour nous le montrer, en général, c'est plutôt le président, moi, ça me paraîtrait plus logique que Zelensky se déplace. Pourquoi est-ce qu'on doit aller sur le territoire ? En général, quand il y a une guerre, c'est toujours le pays qui se déplace. Non, mais la symbolique est forte, Pierre. Que l'on soutienne. Non, mais tu peux. Oui, mais quel est l'intérêt ? Oui, mais le soutien, c'est pas au-delà même. Il est normal qu'on soutienne l'Ukraine, mais il est normal aussi qu'à un moment donné, il y ait un principe. Alors c'est scandaleux, sans doute, ce que je vais dire pour certaines oreilles, mais il est normal qu'à un moment donné aussi, on dise à Zelensky que, on va l'aider à construire, à reconstruire
l'Ukraine, de dire à Poutine que non, ça ne peut pas se passer comme ça, la Russie ne peut pas annexer un certain nombre de territoires, mais que là, il va bien falloir se rendre compte que le Donbass ira à la Russie. Oui, mais alors, ce qui est important, effectivement, et j'espère que ce voyage au nom de l'Europe, c'est aussi important de la part du président Macron, de façon à véritablement imposer, parce que la politique étrangère européenne n'existe pas, malheureusement. Chacun aussi a effectivement des intérêts, on les a vus divergents. La Hongrie, la Pologne, la Hongrie qui sera plutôt un peu, malheureusement, toujours encore... Viktor Orban est toujours malheureusement toujours un peu pro-russe. Oui. La Pologne qui est anti-russe, qui est plutôt pro-américain. Oui, mais on voit que cette politique étrangère européenne, elle est inexistante. Elle est complètement... Donc chacun a des intérêts. Et on voit que puissance n'existe pas. Voilà. Et les Américains jouent beaucoup dessus. Et on voit qu'in fine, cette politique étrangère européenne, si aujourd'hui peut-être Emmanuel Macron peut l'incarner, ça serait effectivement magnifique. Est-ce que les Américains vont le laisser ? Moi, j'en doute. Alors, dans un instant, messieurs, dames, on lance un avis de recherche. C'est important, vous vous souvenez certainement l'avis de recherche de Patrick Sabatier, et bien on va le réajuster à l'année 2022. Où sont passés les LR ? Les LR. 89 candidats de droite se maintiennent en deuxième position, et pas tous d'ailleurs favorables. On y revient dans un instant. Pourquoi la droite est-elle complètement décomposée ? À tout de suite. Le LGF avec Pierre-Henry, président de France Fraternité, et avec Ali. T'as remarqué Ali, Pierre, il se réserve vraiment pour l'antenne, hein, t'as vu ? Il donne tout. Puis il fait ses petites pauses, tu vois, de relaxation en antenne pendant les pages de pub. Il se relaxe, tout ça, il réfléchit à ce qu'il va pouvoir nous lancer. Voilà, il est extraordinaire, notre Pierre. Mais on l'aime tellement. Alors, Pierre-Henry, Ali... On lance un avis de recherche aujourd'hui au vu de ce qui s'est passé. D'abord à la présidentielle, le score de Valérie Pécresse, que je ne rappellerai pas ici, 4,80. Elle a remboursé sa campagne, tout va bien, visiblement. Ouais, tout va bien. Les législatives, catastrophe pour la droite. Les LR, ils ont disparu. Pourtant, les LR étaient quand même extrêmement présents à cette élection. Je veux dire, c'était une élection qui était, pour beaucoup de candidats de droite, était importante. Et là, on voit qu'il y a 80, pas un de plus, qui sont maintenus au second tour. 80, pas tous d'ailleurs dans des positions favorables. Pourquoi ? Comment expliquer, Pierre ? Comment expliquer que la droite soit, à l'image des socialistes d'il y a 5 ans, tombée aujourd'hui ? Tombée d'abord parce qu'ils n'ont pas su faire les choix stratégiques qu'il fallait à différents moments et qu'ils se sont trouvés écartelés, ou en tout cas l'électorat, entre l'extrême droite, les deux extrêmes droites, à divers moments. Oui, Reconquête et Rassemblement National. Reconquête et Rassemblement National. Et puis la majorité présidentielle. Et donc, l'absence de ligne claire, de colonne vertébrale, a amené d'ailleurs Valérie Pécresse, tu le rappelais, à faire moins de 5%. Je trouve, moi, que le score qui a été fait par les LR au premier tour des législatives, finalement, n'est pas si mauvais que ça, parce qu'ils font 14%. Ils font 14% à comparer, évidemment, avec les moins de 5% de Valérie Pécresse. Et ils sauvent les meubles. Et qui plus est, dans le scénario où la majorité présidentielle n'aurait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, le groupe LR, avec 40 députés, joue un rôle central. Voilà. Parce que ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'à l'issue du second tour des législatives, en réalité, commence à se jouer, hélas pour le pays, j'ai envie de dire, mais la présidentielle de 2027. Et que les positionnements ont commencé. Ça sera le cas, c'est le cas évidemment des LR, qui vont essayer de se reconstruire, qui vont essayer de reconstruire... de renaître de leur cendre. De quelque chose à droite, mais le mieux placé pour faire cela, ça sera Édouard Philippe.
Oui. Avec Qui risque d'être une épine pour Macron. Avec Horizon. La succession de Macron est posée à partir du moment où il a été réélu. La question, elle est de savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Est-ce que c'est l'état du pays qui est quand même... Parce que je rappelle quand même que ces élections, c'est pas des bonnes nouvelles finalement, pour personne au-delà des fumigènes jetés ici et là pour célébrer les victoires. Je rappelle quoi ? Je rappelle que c'est la plus forte abstention législative depuis toujours. Depuis 52,3. Voilà. Un point de plus qu'en 2017. Donc... C'est pas une bonne nouvelle quand les gens s'abstiennent, c'est pas une bonne nouvelle quand la jeunesse s'abstient. Je rappelle que les 18-34 ans, plus de 3/4 des 18-25 ans ne sont pas allés voter. C'est donc dramatique. Ensuite, si on regarde les résultats en face, on a une vraie crise démocratique et au-delà des proclamations de victoire de la majorité présidentielle ou de la NUP, c'est un recul par rapport... Donc personne n'a gagné selon toi. Mais non, et surtout ceux qui perdent, c'est d'une certaine manière la vitalité démocratique dans ce pays. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'en réalité, cette campagne a été d'une médiocrité totale. On n'a pas parlé des vrais sujets. Il a raison, Pierre. Là. Et on a été dans la caricature. J'ai regretté que la majorité présidentielle ne mène pas campagne et sorte des arguments à l'égard de la NUP qui me faisaient penser aux arguments de la droite Giscard en 1980. Moi, je suis mort depuis longtemps. Voilà, les chars soviétiques sur les Champs-Élysées, la Corée du Nord, etc. Tout ça, c'est de la blague. Il y a suffisamment de choses. Bien la montagne, dis-moi. Il y a suffisamment de choses à dire sur les 650 mesures du programme NUP qui sont absolument pas financés. Si, ils sont financés. Pas du tout. Ils sont financés, je vais prendre par exemple... Tiens, je vais te prendre un exemple. Non, prends pas d'exemple. On avance, justement. Eh bien, je vais continuer. Je prends un exemple. La retraite à 60 ans. Mais si on prend... Tu serais déjà à la retraite si c'était la NUP. Voilà. Si on prend les jeunes électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui sont souvent des urbains qui sont diplômés, qui sont éduqués. Mais enfin, si vous leur demandez la retraite à 60 ans, s'ils y croient, ils éclatent de rire. Personne ne croit à cette mesure. Pas une seconde. Et en plus, elle n'est pas financée. Elle coûte 100 millions, 100 tu milliards. reprends les langages de la majorité. Je voudrais qu'on écoute Christian Jacob. Christian Jacob. Sur les consignes de vote. C'est pas très clair non plus du côté de chez Jacob. Écoutez. Notre position, elle est conforme à la ligne qui a toujours été celle de notre famille politique. Aucune voix ne doit se porter sur les extrêmes. Les extrêmes, alors ça veut tout dire, parce qu'il y en a qui mettent les extrêmes, ils mettent la NUP dans les extrêmes, par exemple. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ali, parce que Pierre a monopolisé la parole là. Alors, moi je pense que ce qui se passe chez LR, il y a bien si je monopolisais la parole, je continuerais. Pierre, ça suffit. Il y a bien un artificiel, un instigateur de tout ça, c'est M. Emmanuel Macron, depuis le début. Ah oui. Quand même, voilà. Si les Républicains ont explosé en vol depuis quelques années, effectivement, la tête pensante, quand même, qu'on le veuille ou non, preuve en est aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Ça avait été puisque la preuve, pour les socialistes en 2017. Voilà, puisqu'en 2017, il ne faut pas oublier que la plupart des ministres qui ont eu les postes les plus importants, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, venaient des Républicains. Donc ça voulait déjà dire que la famille politique, les Républicains, étaient déjà voués, effectivement, à quelque part, soit subir une révolution ou exploser. Il y a eu en plus les primaires, avec des primaires où on a vu des gens qui n'étaient pas du tout sur des vues de la société complètement différentes. Un Éric Ciotti avec un Xavier Bertrand, comme disait Pierre avant, je pense qu'il y en a un qui devait peut-être changer de boutique, pour ne pas le nommer Éric Ciotti, qui matin, midi et soir était en train de nous parler d'immigration, d'islam et de burkini, alors que Xavier Bertrand était plutôt sur des thématiques, on va dire, économiques. Donc quelque part, aujourd'hui, tout ça s'arrange Emmanuel Macron. Parce que qu'est-ce qui va se passer de façon très simple ?
petit à petit, c'est un peu comme un peu dans l'homosexualité, ils vont tous faire leur coming out. C'est quoi le rapport? Ils vont tous faire leur coming out, ils vont tous bon aller vers la République En Marche. Ils font tous leur coming out. Regarde, qui aurait pu penser que Éric Woerth allait passer du jour au lendemain chez Emmanuel Macron? Personne. Mais c'est des il a opportunistes, fait. Oui, mais c'est un coming out. Donc petit à petit, et ça aujourd'hui. Des manches-gamelles, on appelle ça. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, Christophe? Malheureusement, effectivement, tu as peut-être raison, c'est des manches-gamelles. Mais néanmoins, ces gens-là aujourd'hui, effectivement, ils n'ont pas de conviction. Il y en a qui, pour un poste, effectivement, demain matin, sont prêts. Donc, quelque part, aujourd'hui, tout ça, ça fait un petit peu les affaires, ça arrange un petit peu Emmanuel Macron, parce qu'il se dit, finalement, il y aura peut-être 50, 60 députés LR. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire petit à petit? On va un petit peu les dragouiller pour que petit à petit, on va peut-être en prendre un ou deux, et hop, on va le mettre dans le gouvernement, et tu verras que demain matin, les Républicains vont être amenés tout doucement à disparaître, malheureusement pour eux, même s'il y a des gens qui quelque part, quand tu entends Rachida Dati ou Xavier Bertrand, qui tapent un peu du poing sur la table. Franchement, Rachida Dati est pitoyable en ce moment. Ah oui, mais elle l'envoie là-bas pour faire le pitbull. Hein. Elle est vraiment pitoyable pour le coup. J'avais un peu de respect pour elle, mais là... Oui, mais pourquoi elle est invitée sur les... oui, pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Je pense qu'elle a invité... Le jour où quelqu'un lui posera la question de savoir où en est son enquête et sa mise en examen dans l'affaire Carlos Ghosn, ça ira peut-être mieux, mais au bout d'un moment, alors bougez pas, on se fait une petite page de pub, hein. Et on est de retour très vite. Et j'aimerais bien entendre vous, les auditeurs, au 01 40 33 9000. On va parler un peu là, pour le coup, on va rentrer dans le vif du sujet de l'élection législative, du deuxième tour, des projections, de qui a gagné, qui a perdu. Voilà, Pierre, tu as raison. La campagne a été désastreuse, vraiment. On en reparle dans un instant. Le LGF, les amis, merci d'être avec nous en direct avec Pierre-Henri, président de France Fraternité, qui est en plein marathon avec nous sur France Maghreb 2, avec Ali, notre directeur commercial, qui ne lâche rien. Et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Pourquoi, messieurs, pourquoi Emmanuel Macron ne fait-il pas campagne? Parce que je rappelle quand même qu'il y a un premier tour d'élection législative qui est apparu, qui a eu lieu dimanche, qui a donné un certain résultat. On peut dire, pour faire un résumé très bref, que la majorité présidentielle... Alors, on va rappeler quand même que cette majorité présidentielle, à l'image de 2017, a formé une alliance avec le MoDem, qui était déjà le cas, je crois, en 2017, mais il y a un nouvel entrant. Et un nouvel entrant qui pourrait avoir son impact sur le quinquennat à venir. Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Face à la NUP, on peut dire qu'ils ont fait quasi jeu égal. Voilà, on va dire comme ça, au niveau score. Mais attention, parce que c'est là où ça score, c'est là la particularité de cette élection, c'est qu'en matière de projection, ça nous donnerait de toute façon une majorité visiblement à Emmanuel Macron, mais pas une majorité absolue. Ça, il semble qu'on s'en écarte et qu'on se dirige plus vers une majorité relative. On rappelle, le seuil c'est 289. Oui. Il se pourrait que Macron n'obtienne pas ces fameux 289, puisque on parle de 260 à 300. Grosso modo, et pour la NUP ça pourrait aller jusqu'à 210. Voilà, alors écoutez, tiens, Jean-François Copé qui parle d'Emmanuel Macron, qui a son petit avis sur le sujet. Jean-François Copé qui ne connaît toujours pas le prix du pain au chocolat. Écoutez. Vous avez un président sortant qui ne veut à aucun moment débattre des sujets ni ne dire en fait ce qu'il veut faire pour les 5 ans qui viennent, et qu'il gagne par défaut, et un jour ou l'autre on en paye le prix, et c'est ce qui va arriver d'abord par l'abstention massive et puis ensuite malheureusement probablement dans la rue. Voilà, ça c'est l'analyse de Jean-François Copé, mais c'est vrai quand même que ça manque un peu de vision tout cela. Ali, ça manque d'horizon, si je puis dire. Jean-François Copé, je pense que là, sincèrement, il a résumé, je pense qu'il a raison. Regarde, quand tu réfléchis, 2017, Macron a été élu avec un programme qui n'existait pas, qu'on ignore. Ouais. 2022, une campagne présidentielle complètement absente. Preuve en est, on a parlé de quoi? On a parlé encore des sujets périphériques, et on a parlé d'un type qui passait tous les jours sur CNews, là, qui finalement heureusement a pris une raclée qu'on verra plus, j'espère, avec son parti Reconquête. Mais on n'a pas parlé de projet pour la France, on n'avait absolument rien. Donc il n'y avait absolument aucun débat. Les débats, il n'y avait rien du tout, aucun débat, aucun échange. Et donc, il y a eu, donc quelque part, effectivement, il a gagné, effectivement, entre guillemets, par défaut. Maintenant, là où j'en veux un peu à Emmanuel Macron, c'est que ça fait depuis 5 ans qu'il est à la tête du pays. Aucun parti politique. La République En Marche, on voit que finalement, c'est des Playmobil, parce qu'ils sont inexistants.
Parce que voilà, il a un bilan. Si le bilan était si positif que ça, je pense qu'il pourrait le défendre sans aucun problème. Donc les députés se représenteraient et ils seraient réélus. Pierre a souligné au tout début que cette campagne a été effectivement une vraie catastrophe. Preuve en est, on a des taux d'abstention. Et qu'on le veuille ou non, le président est quand même responsable de cette situation-là. Qu'on le veuille ou non, les gens ne croient plus. Voilà, on a comme 52%. Dans un contexte économique, et là, c'est là où moi j'ai peur, c'est qu'il sait pertinemment qu'aujourd'hui, on subit des éléments qui ne sont pas forcément internes au pays. Je m'explique. On a eu le Covid qui venait de l'extérieur, qui nous a montré que l'hôpital était dans une situation catastrophique et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on a une guerre en Ukraine sur laquelle on n'a pas la main et qui est en train de créer en interne des problèmes aussi économiques et sociaux. Donc, quelque part aujourd'hui, je dis simplement, Emmanuel Macron est entièrement responsable effectivement de ce qui se passe aujourd'hui. Être à la tête d'un pays pendant 5 ans, ne pas mettre en place avec Christian Castaner et Richard Ferrand un vrai parti politique avec des députés en place qui maîtrisent leur circonscription, qui sont demain matin capables de défendre leurs projets, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a ? On a une bataille de chiffres, oui, il est à peu près équivalent à la NUPS, à peu près, oui, on a fait à peu près les mêmes chiffres. C'est vraiment dommage, et moi, j'ai vraiment, vraiment peur qu'effectivement, on va au-devant de jours qui peuvent être, à mon avis, très, très, très délicats. Pierre, 78 députés sortants ont été éliminés. Mais oui, mais parce que je crois que ce qui est toujours en cours, c'est le dégagisme. Il y a... Ça, c'est trop facile, Pierre. Non. Réponds à ce que te dit Ali. On n'a pas de vision, on n'a pas de programme, on n'a rien. Non. Depuis 5 ans, d'abord, il y a eu une crise majeure, une crise sanitaire majeure qui a frappé l'ensemble des pays et sur laquelle nous avons fait face grâce à un État social, le quoi qu'il en coûte, qui a fonctionner. Le problème, c'est que, évidemment, un jour... Tu t'en fous de la dette qu'on laisse à nos enfants, toi. Et un jour, non, mais faut le dire. Non, mais quoi qu'il en coûte, c'est bien pour un temps, on peut pas dire tout et le contraire de tout. En l'occurrence, on ne pouvait pas, après la crise des Gilets jaunes, entrer en crise sanitaire sans répondre aux besoins de la population. Le quoi qu'il en coûte était nécessaire. Évidemment, ça laisse une facture. Et cette facture, à un moment donné, il faudra sans doute la rembourser. On verra sur combien d'années. C'est un des enjeux et j'aurais aimé qu'on puisse parler de cela, comme on puisse parler véritablement, sans démagogie, de la crise sanitaire. Je l'ai dit tout à l'heure, de la question des retraites. J'aurais aimé que l'on parle de la crise démocratique et des solutions pour y faire face. Voilà, j'aurais aimé que l'on parle de la fracture territoriale. J'aurais aimé que l'on parle des 12 millions de personnes qui sont dans l'électronisme et qui aujourd'hui décrochent dans l'accès même aux services publics. Disant cela, je regrette qu'il n'y ait pas eu véritablement de campagne législative. Je crois que c'est Richard Ferrand qui disait mais faut arrêter cette campagne sous l'ex-mille, comme quand les autres sont sous LSD. Alors je lui laisse évidemment sa formule, mais ce n'est pas faux. En fait, on a quand même un type qui a une certaine forme de génie politique. Il s'agit de Mélenchon, qui a fait un coup extraordinaire en arrivant 3e de la présidentielle et qui a su immédiatement politiser le premier tour des législatives en proposant une alliance. Et finalement, au moment où la gauche est historiquement au plus bas dans le pays, réussir à faire en sorte que la gauche soit en tout cas le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Oui, c'est habile. Mais c'est effectivement très habile. Mais pour le reste, nous avons un certain nombre de défis et ces défis, à mon sens, ne peuvent être relevés que ensemble dans une certaine forme d'union nationale. Voilà pourquoi... C'est l'union nationale pour l'écologie sociale.
L'Union populaire. Oui, enfin, l'Union populaire, non, c'est pas cette formule politique qui exclut. Non mais Pierre, réponds à ce que dit Ali, parce que c'est important. Oui. Si on a un si bon bilan que cela, à en croire certains membres de la majorité présidentielle, il n'y aurait pas de mal à le défendre. Or, Macron vote en touche. Excuse-moi. Et parce qu'il a peut-être fait une erreur d'analyse sur le fait que sous la Ve République, en règle générale, après l'élection du président de la République, il y a une majorité pour le courant présidentiel. C'est-à-dire qu'il a sous-estimé. Oui, je pense qu'il a sous-estimé les différentes fractures. Moi, je pense pas, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a eu des élections comme des élections européennes ou même des élections municipales. Non, mais je sais bien, même élections municipales, on a vu que le parti politique La République En Marche était complètement inexistant. Alors ça, c'est un autre problème. Puisqu'effectivement, tu as raison. Il n'a absolument. Moi, le reproche que je fais, c'est qu'il n'a pas du tout mis en place son parti, La République En Marche, avec éventuellement des associations ou Renaissance, peu importe. Qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je pense qu'il quelque part, il fuit un peu le débat. C'est vrai, il faut dire ce qui est. Si tu as un bilan si positif que ça, tu as parlé avant du quoi qu'il en coûte. Ça n'est pas un programme économique. C'est un choix politique. C'est pas la même chose. Parce que aussi bien un mec de droite peut le faire, un mec de gauche ou n'importe qui. C'est lui qui était aux affaires. Je suis d'accord avec toi, mais quand il y avait les gilets jaunes, on a dit aux gens, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ouais. On a dit aux gens, il n'y a pas d'argent dans les caisses, on peut rien vous donner. Ouais. Et à côté, quand le Covid arrive, on déverse des milliards. Donc quelque part, c'est pas forcément cohérent. C'est un constat là. Tu vois, c'est même pas une critique, c'est un constat. Donc il n'y avait pas d'argent pour les gilets jaunes, mais il y a de l'argent effectivement pour le Covid. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis partisan quelque part du quoi qu'il en coûte, mais peut-être avec d'autres choix. Peu importe. Mais il n'a pas depuis 5 ans mis en place son parti politique avec de vrais députés dans leur circonscription, des jeunes, voilà, comme tu l'as dit, des jeunes ou moins jeunes, de façon à pouvoir transmettre les messages, transmettre la vision, transmettre son programme, faire rêver les gens, plutôt que de tout temps. Là maintenant, de quoi on parle ? On parle de la NUPES et d'histoire de la retraite à 60 ans. Moi, je dis que le programme de Emmanuel Macron, il est crédible. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, il est aussi crédible. Les deux sont crédibles. Non. Ça, attends, je te dis, moi je fais du en même temps. Je fais du mais en même temps. Parce que quand tu me dis par exemple la retraite à 60 ans, c'est pas finançable. Toi tu dis qu'il y a 100 milliards. C'est pas financé. Oui, d'accord. Mais si tu regardes, il faut pas prendre la mesure tant que telle. Il faut pas prendre la mesure tant que telle tant qu'on promet. Non mais on promet aux gens une retraite à 60 ans. Oui, mais c'est sur le modèle diminuer la durée de cotisation qui est aujourd'hui de 42 ans et qui doit passer à 43 ans à partir de la réforme qui a été faite par Touraine sous Hollande, il faut les ramener à 40 ans. Oui, mais moi regarde. Comment tu fais ça ? Mais regarde Pierre. À quoi on assiste aujourd'hui à la télévision ? Sincèrement, à quoi on assiste ? On assiste à des débats d'un niveau très très bas. Oui. Moi, quand je vais aller quand je suis commercial et je vais aller proposer ma solution, je passe pas mon temps à dénigrer l'autre. Oui, je dis que mon programme, c'est le plus pertinent. Oui, je fais rêver les gens. Je les emmène avec moi. Là, qu'est-ce qui se passe ? On entend toute la journée les types en train de vous prendre une mesure. Alors, si c'est quelqu'un d'extrême droite, c'est l'islamo-gauchisme. Il y aura des burkinis partout. Voilà. On prend un autre mec de droite, il est en train de vous dire, oui, la retraite à 60 ans, c'est du n'importe quoi. Ok. Ensuite, vous allez prendre un autre. Mais c'est du débat très très bas. Moi, aujourd'hui, ce que j'attends de la part des gens de La République En Marche, c'est de dire, voilà, nous avons été élus pour un programme, nous allons vous l'expliquer, nous avons de la pédagogie à faire, voilà, nous, on est pour la retraite à 65 ans de façon évolutive, et moi, je vais peut-être te surprendre, je suis peut-être pour le rallongement, peut-être évolutif, je suis partisan de ça, mais qu'on passe pas notre temps à couper, à séparer cette France en deux, à séparer cette France en deux, qui pour moi, c'est très dangereux, parce qu'aujourd'hui, on a factorisé les électeurs de Mélenchon à des gens qui habitent dans des quartiers populaires. C'est ridicule. Mais oui, mais c'est ce qu'on dit. Musulmans, parce qu'on le dit pas à peine. On dit à peine. Pas du tout. Mais si, les islamo-gauchistes. Les résultats des élections sont très clairs. Enfin, écoutez, à Paris, c'est pas un lieu spécialement populaire. Mais au prix du mètre carré. Et pourtant, allez regarder dans tout l'Est parisien. Tout à fait, Pierre. Il y a eu un candidat élu au premier tour. Mais tout à fait, Pierre. Avec un prix au mètre carré de 10, 11, 12
000 euros. Mais Pierre, non, mais tout mais va tu bien. as raison, exactement, Bon. tu as parfaitement raison. Mais ce que je veux dire par là, on ne Salut, peut Harry. pas aujourd'hui faire effectivement cliver cette France en deux en disant il y a quelqu'un qui est fou et si demain matin il prend les rênes du pays, c'est la catastrophe. Et à côté Emmanuel Macron et son gouvernement ou ses députés qui sont là. Regarde, un mec Mais comme Ali. Christophe. Attends, je te pose juste une question. Comment tu m'expliques qu'un Christophe Castaner, il était quand même, il avait des postes Oui, oui. éminemment importants. Bah oui, il était Il ministre se de l'Intérieur. retrouve dans sa propre circonscription en ballottage en deuxième position. Un team comme Blanquer, qui était ministre de l'Éducation, Oui, mais il va Éliminé au premier tour. se présenter. Le mec, il se fait laminer. donc je reviens au dégagisme. Ah, mais En il demande l'occurrence, ça, non. Mais en l'occurrence, mais si vous regardez, Ah non, ça marche pas ton dégagisme parce si, que Damien pas du Abad, par dégagisme, hein. exemple, Mais qui si, a ça subi marche. une affaire d'agression sexuelle, Mais si, Ben, ça il est marche. premier, il a 34, je crois. Voilà. Mais si ça marche, parce que si vous regardez, d'abord, La République en marche par rapport à 2017 est en recul. Ah oui, ça, Bon, est en recul. Le seul qui a progressé dans cette histoire, c'est le Front National. Hein, Tout de à fait. plus d'1 million de voix, Tout à fait. et qui probablement va Tu as se raison. retrouver. Mais on en parle moins, ça. Et c'est bien dommage, parce qu'en réalité, le fait que le Rassemblement national est un groupe parlementaire, d'abord, a une conséquence sur le plan financier pour lui-même, Intéressant, ouais, et bien sûr. puis ils vont continuer leur stratégie de dédiabolisation vers 2027. Je disais tout à l'heure que face quand même au monstre politique qui est Jean-Luc Mélenchon, monstre au sens, Oui, on a bien compris, oui. et il a vraiment de l'expérience du sens politique. Il n'y a personne. Ensuite, du côté de la majorité. Ensuite, deuxième élément, il n'y a pas de parti. Aujourd'hui, l'ensemble des partis, et c'est bien le problème de cette démocratie, sont vides. Il n'y a plus personne dans les partis politiques, nulle part. Et la forme parti politique, d'une certaine manière, est morte. Et c'est un vrai souci, parce que l'outil de transmission, l'outil de formation qui était le parti politique n'existe plus. La République en marche, vous tapez, vous cliquez sur un lien en 2017, vous êtes toujours membre, mais vous n'avez participé à aucune Tout à réunion. fait. Ce n'est pas la forme du parti Ouais, mais c'est bien. politique. Ouais, mais la responsabilité, elle incombe à qui ? Mais attention, les insoumis, d'une certaine Ah, manière, ça, je dis. c'est pareil Ah, ça, je sais sur pas. la forme du parti politique. Oui. Donc, nous avons un problème avec les formes de la démocratie, la forme de délibération dont il faut absolument débattre. Est-ce que ça passe par une proportionnelle intégrale ? Est-ce que ça passe par Ce des qui arrangerait le référendums Rassemblement national, ça. hein. mais pas Ah, plus c'est ce que que- Bah, un peuple- peu quand même, hein. ce que le peuple veut. hein. Ben oui, mais c'est ce que le peuple au bout d'un moment, il faut bien considérer, ou alors est-ce que ça passe par le vote obligatoire mais il y a des questions qu'il faut se poser tous ensemble, alors, moi, je peux te parce poser- que sinon on ne va pas s'en Bon, alors, sortir. moi, je voudrais qu'on écoute Jamel, les enfants. Hein. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Et Jamel est avec nous. Bonjour, Jamel. Bonjour Jamel. Bonjour, Jamel. Bonjour à tous les On auditeurs. t'entend pas Jamel. C'est sûr, on l'entend. C'est ton casque bien. qui marche pas. Bah, Plus j'en fort. sais rien, mon vieux. Là, Oui, Jamel, on je souhaite, t'entend. Vas-y. un bon soleil à tout le monde. Merci. Et un bonjour à tous les auditeurs et que tout le monde se porte bien. C'est Le gentil. plus important, c'est la santé. Bon, Ça, il y avait une chanson Moi, je comme voudrais- ça. C'était quoi ouais. Moi, Bah, ce que je justement, voudrais suis en faire train de la remarquer, chercher. et on profite pour L'important, aussi c'est passer la le bonjour à santé. tous les chéris. Très bien. Alors, vas-y, Jamel, on y va. Ouais, moi, ce que je voudrais faire remarquer, c'est tous ceux-là qui vont en Ukraine, là, faire la visite Oh là là. le matin et rentrent le soir. On en a marre d'entendre qu'ils vont débloquer 10 milliards. L'autre, elle est partie le matin, la Wonder Woman là, de l'Europe, là. Elle est arrivée le matin, le soir, elle revient en Europe, et elle dit qu'elle débloque 10 milliards. Arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. L'Europe est riche. L'Afrique, c'est le tiers-monde. Ils sont pauvres. Regardez dans l'état où ils vivent. Ils sont à la ramasse. On leur dit c'est l'écologie. La France, elle est hyper riche. Et vous dire pourquoi. Un jour, j'ai fait une livraison à Versailles. J'étais en train de décharger le camion tranquille.
il y a un monsieur d'un certain âge qui sort avec une belle Jaguar. Elle est grosse, là, avec double réservoir. Il me fait signe de la tête. Je m'approche. Je lui dis, oui, monsieur, il y a quelque chose. Il me regarde. Il me dit, tu veux pas arrêter de travailler? La France, elle est très riche. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Jamel. Merci. Bon, c'est un peu éloigné du sujet. Non, pour le alors coup. pour revenir un peu effectivement à ce que disait, effectivement, il y a quand même, il faut faire un peu d'histoire. Donc on voit qu'aujourd'hui, ce qu'on récolte, c'est effectivement la politique a mené depuis déjà effectivement 5 ans. Notre président Emmanuel Macron, on n'anticipe pas. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'exaspère un peu, c'est qu'on est en train de passer notre temps à critiquer Jean-Luc Mélenchon. Moi, la question que je pose, c'est que si les résultats économiques, si les gens vivaient dans de meilleures conditions, si les gens n'avaient pas peur de l'appréhension, si le Covid n'avait pas démontré toutes les faiblesses que l'on a dans notre pays, au niveau des hôpitaux, au niveau des médecins, si on n'avait pas vu qu'effectivement l'éducation nationale rencontrait de grands problèmes avec le déclassement de la France, si on ne s'est pas rendu compte effectivement qu'aujourd'hui, avec le problème des migrants, on n'est pas capable de pouvoir gérer ces problèmes-là, si toutes ces solutions avaient été réglées, je pense que quel que soit l'homme politique qui s'était mis en face de Macron, il aurait perdu. Donc, qu'on le veuille ou non, le bilan de Macron parle pour lui. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est là à faire toute la journée du Mélenchon bashing. Moi, ce qui m'embête, c'est que les gens, et Pierre disait que les partis politiques n'existent pas aujourd'hui, c'est vrai, ils n'existent plus, il n'y a plus de leader, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien du tout. Quelle est l'idée? Je te pose une question, toi Pierre, qui est plutôt tendance macroniste. Est-ce que tu peux me donner juste 3 axes du développement de ce que souhaite faire Emmanuel Macron pour la France de 2022 à 2027? 3-4 mots, voilà, pas plus. Oui, bien sûr. Oui. Souveraineté industrielle, Oui. Souveraineté énergétique, souveraineté européenne. D'accord. Alors, si on prend- Souveraineté énergétique, tiens, on s'arrête là-dessus, tiens. Souveraineté énergétique. Si tu prends un point par point, souveraineté énergétique, il a fait un choix qu'il est ce qu'il est, hein, les EPR. Moi aussi, quelque part, je suis aussi favorable à ces mini-EPR. Hein. Après, au bout d'un moment, voilà. Voilà. Oui, Heureusement qu'on a le nucléaire. Heureusement qu'on a le nucléaire. Mais ça va quand même mettre, tu es d'accord avec moi, ça va quand même mettre un certain temps. D'accord. Tu parlais de souveraineté industrielle. Tu vas faire comment? Je ne peux me sortir de cette question que liée à la question européenne. D'accord. Évidemment. Non, mais je te pose une question, par exemple. Tu vois, regarde, aujourd'hui, on est au mois de juin, juillet. Ouais. On est en train de dire C'est bien, c'est Ali qui me remplace. qu'on va appeler de la main d'œuvre tunisienne pour suppléer tous les problèmes que l'on a. C'est un problème de quoi, ça? C'est de la plaisanterie. Mais bien sûr que c'est de la plaisanterie. Oui, mais ça va, ils vont le faire, hein. Mais j'étais outré cette annonce. Pourquoi j'étais outré? Ben- Non pas que parce que on aiderait nos amis tunisiens Si on les aide, et qui en ont besoin, mais tout simplement parce que ça ne se fera pas. Écoutez, nous sommes dans une situation de fou sur cette question. Voilà. Une situation de fou. Nous avons des tas de gens qui ont besoin de formation, qui sont sur le territoire national et pour lesquels il faut simplement avoir un petit peu de courage, les mettre dans une situation de droit et de formation. Et on est en train de nous dire, on va aller chercher des gens en Tunisie sur des contrats temporaires. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que les outils, même pour les faire venir, on les a même pas. Alors, parce que l'OFII, par exemple, pour ne pas le citer, l'Office français de l'immigration, qui est présent à Tunis, dont je connais parfaitement les dirigeants et je les salue d'ailleurs au passage, n'ont même pas les outils pour faire venir les gens. Et donc, qu'est-ce qu'on va provoquer? On va provoquer à Tunis beaucoup d'incompréhension, parce que quand on donne de l'espoir comme ça, évidemment, on entend de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, à la fin, il se passe quoi? Rien. Donc, il y a un vrai souci. Est-ce que tu as lu le programme de Mélenchon? Dans le programme de Mélenchon, entre autres, hein, moi je suis pas mélenchoniste. Il y a des programmes. Non, mais attends, on a parlé d'un problème concret. Qu'est-ce qu'il dit sur la Tunisie? Il dit Notre ami. Non, il dit pas sur la Tunisie. Non, pas sur la Tunisie. Il parle spécifiquement de la Tunisie. Il parle de la formation au niveau des jeunes. Là, par exemple, au niveau de l'emploi, aujourd'hui, par exemple, tu vois, tu m'as parlé avant de 3-4 mesures. On voit qu'effectivement aujourd'hui, pourquoi les gens viennent de Tunisie? La question qu'il faut se poser est très simple. Elle est très simple. Elle est simplement liée au fait qu'aujourd'hui les gens ne travaillent pas en France
sens. Pourquoi ? Il y a peut-être des problèmes de formation. Il y a certainement aussi un problème de salaire. Ah bah oui. Voilà, problème de salaire. Bien sûr. Donc le salaire, ça dépend de qui, qu'on le C'est veuille la ou non. base. Et quand tu écoutes Bruno Le Maire, il va te dire ah oui, mais si on va augmenter le. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ces cas-là ? Mais on va faire comment ? Ce que je veux te dire, c'est Pierre, que ça ne rapporte rien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est perdant. Il C'est y a une beaucoup de catastrophe. gens qui ne veulent plus travailler, faire Pour ce des genre problèmes de d'emploi salaire. saisonnier, parce que on fait des heures d'abord terribles et qu'on est très mal payé. Oui, alors il ne faut pas exagérer non plus. Non, parce c'est que pas en d'exagération. Tu connais Non, pas non, peut-être, Pierre. mais si, je Le connais. travail saisonnier, tu Si, sais je combien connais. c'est d'heures par semaine, Mais combien on est bien payé, sûr. Pierre. Mais bien sûr que je C'est de sais. l'exploitation, c'est de Mais- l'esclavagisme. Ah, mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Ouais. Je connais les emplois qui sont proposés dans un certain nombre de stations, notamment en montagne, des stations d'été, etc. Et effectivement, les employeurs ne trouvent pas de personnes. Parce que c'est vrai que c'est des boulots qui prennent beaucoup de temps, qui, Sont très mal payés. si on le ramène à l'indice horaire, qui sont mal payés, mais c'est des boulots qui existent. Et je vais simplement vous dire que sur le territoire national, il y a aussi toute une série de personnes qui sont prêtes à faire ce boulot, qui sont aujourd'hui dans la précarité, qui sont prêts à en sortir. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont en situation irrégulière depuis des années, qui sont hébergées dans des hôtels très sociaux, qui ne repartiront pas et qui que l'on peut tout simplement réinscrire dans le droit. Il faut simplement essayer de tenir les deux bouts de la chaîne. Il faut être cohérent sur ces questions. Donc voilà. Mais Ali, tu m'as posé une question par rapport à un certain nombre d'orientations qui pouvaient être celles du président. Moi, je rappelle que j'ai soutenu Macron depuis 2017. Mais je le dis aussi très clairement, souvent ça a été un choix par défaut, parce que je n'avais pas, d'offre politique. Bon, mais maintenant, il a fait un certain nombre de choses, il propose un certain nombre de choses avec lesquelles je suis d'accord. Moi, je suis plutôt d'un courant social-démocrate, mais je n'ai pas... Quelle est la mesure je suis orphelin Quelle est la mesure d'une formation, je suis orphelin d'un leader. Alors, je peux te poser quelle est la mesure que dans le programme de Mélenchon qui te séduit ? Il y en a comme 650. Il n'y en a pas une il y en a une ou deux. Non, je pense qu'il y a une question sur laquelle il faut absolument se pencher. Oui. C'est par rapport à la situation des jeunes de 18 ans à 25 ans et la question d'un revenu. Comment faut-il les faire accéder à l'emploi, à la formation et à un revenu de substitution. Et éventuellement poursuivre les études dans de bonnes conditions. Voilà, bon, ça c'est... Moi, la jeunesse, évidemment, qui est l'avenir du pays m'interroge, me passionne. Ah, c'est important, et donc, il y a peut-être des voies à aller explorer dans ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Mais d'une manière générale, je veux rappeler simplement que le programme de Mélenchon, les 650 mesures, et le programme de la NUP n'est pas financé. Bon, voilà, c'est tout. Après... qu'il y ait une certaine forme de romantisme. Non, parce que c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai, Pierre-Henri. Mais bien sûr, c'est du mensonge, Pierre-Henri. Mais ce n'est pas du mais mensonge. si, parce que je t'avais regardé pendant 5 heures les gens de la NUP qui t'ont expliqué comment ils allaient financer leur programme. T'as pas regardé. Donc tu peux pas dire aujourd'hui que c'est finançable. Comment ça, j'ai pas regardé. Mais comment ça, j'ai pas regardé. Normalement, c'est procès d'attention, c'est bon. Non, Thomas, tu ben voilà, tu reprends ta casquette. Jean-Luc Mélenchon. Non, mais regarde. Mais non, c'est pas mais regarde, on ne peut pas, par exemple, tu peux pas dire, par exemple, le programme de Jean-Luc Mélenchon n'est pas finançable. Tout comme, effectivement, pas quelqu'un va dire que toutes les mesures que va prendre Emmanuel Macron ne sont pas bonnes pour le pays. Je pense qu'il y a des mesures, et moi je suis plutôt partisan d'une union nationale, c'est mon avis, je pense, faire un peu à l'allemande. Bon. Je pense que dans des situations difficiles... Je vais la faire à l'allemande vite fait, moi c'est l'heure de la pub. À tout de suite les amis, et dans un instant le zapping, il y aura de quoi discuter aussi, vous allez voir. Restez avec nous et vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum.
Le Grand Forum, les amis, avec Ali, avec Pierre-Henri, et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, sur le LGF, sur Twitter, le Grand Forum FM2, sur Instagram, le Grand Forum FM2, et sur Christophe, le Grand Forum, sur Facebook. Tiens, je vais vous donner une mesure, a priori, qui semble faire son consensus au sein de la majorité présidentielle pour répondre aux questions du pouvoir d'achat. Vous vous rappelez de ce fameux chèque de 100 € qui avait été distribué à toutes ces personnes qui gagnent moins de 2000 € en France? Ils étaient 32 millions. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, Ali? Comme je te l'avais souligné au début, la France, on est quand même 6e ou 7e puissance mondiale. Dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 millions de gens qui gagnent moins de 2000 € et vont accepter un chèque de 100 €, je prouve qu'au contraire, c'est une faiblesse et ça montre l'état dans lequel se trouve aujourd'hui notre pays. T'imagines qu'il y a des gens, 32 millions, qui vont attendre un chèque de 100 €. C'est-à-dire on appelle ça comme on veut, c'est de l'assistanat, c'est de la subsistance. Limite, c'est les gens, ils sont en train de quémander pour avoir 100 €. Qu'une mesure comme ça touche des gens qui sont dans des conditions très faibles, mais au contraire, je pense que ces 32 millions, au contraire, ça doit plutôt alerter le pays et montrer qu'on est dans une situation très, très, très critique. Pierre ? Non, mais qu'il y ait un chèque de 100 € de manière... Ça ne te pose pas de problème ? Non, ça ne me pose pas de problème. Alors, il faut être clair. Tout le monde était très inquiet devant la hausse, par exemple, de l'énergie et de l'essence à la pompe. Ou du gasoil à la pompe. Et donc, en se disant, mais ça va provoquer des jacqueries. Et donc, pour éviter les jacqueries... les jacqueries. Oui, des jacqueries, oui. C'est un langage très, très ancien, les jacqueries. Non, simplement, il y a eu dans ce pays, il y a une longue tradition de jacqueries dans ce pays, c'est-à-dire de révoltes, et qui à l'époque étaient les révoltes paysannes, les révoltes contre l'impôt, les révoltes contre la famine. Et donc, on se posait cette question. Et donc... le gouvernement a sorti l'idée d'un chèque pour pallier à ces augmentations. Le problème, c'est que, évidemment, l'augmentation dure et la question d'un nouveau chèque, faute de pouvoir faire descendre le prix à la pompe, se repose. Alors, la question, c'est vers qui ? Évidemment, vers les personnes qui en ont le plus besoin. Est-ce qu'il faut avoir une distinction dedans ? Oui, mais attention aux effets de seuil, parce que très rapidement, avec le phénomène des aides sociales, il se trouve que tous ceux qui sont à un niveau de seuil et qui ne peuvent pas prétendre à ces aides sociales vont se trouver fort mari. Donc, tout ça est extrêmement compliqué. Mais moi... je n'ai rien contre le fait qu'à différents moments, le chèque puisse venir pallier à un certain nombre de difficultés, mais le vrai sujet, c'est comment on fait pour éviter... Moi, ce qui m'embête, Pierre, c'est le nombre. On a plus de 34 millions de gens, donc ça veut dire que la France est appauvrie, parce que le Premier ministre... ça veut dire que c'est une mesure qui n'a pas été... Non, la France est appauvrie économiquement, qu'on le veuille ou non, 2000 €, la France est appauvrie. Ça veut dire qu'on n'a plus des classes moyennes, on a des classes moyennes qui sont... Qu'est-ce que tu appelles les classes moyennes ? Alors, soyons clairs, parce qu'il y a eu des débats sur qui est-ce qui est riche. Oui. À partir de quel seuil on est riche ? À partir de quel seuil on est riche ? Comment on appartient à la classe moyenne, on va dire supérieure, inférieure, ou est-ce que tu mets... la barre. Alors moi déjà, si Hollande disait 3000, 4000 €, on est riche. 4000 €. Et d'ailleurs Mélenchon dit ça aussi, à partir de 4000 €, je prends pas tout mais beaucoup. Alors si tu écoutes... Alors Ali, tu es menacé. Pierre, je t'arrête tout de suite. Si tu payes à l'équivalence aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 4000 € sous Mélenchon, il payera moins d'impôts que sous Macron. Alors si tu écoutais ce que disait une interview d'Emmanuel Macron, quand on lui a posé la question par rapport aux revenus, il disait par exemple
que dans Paris, on ne peut pas vivre avec un salaire en dessous de 3 000 euros par mois. Oui, ce qui est vrai. Oui, Emmanuel Macron l'a dit. On a 32 millions de gens, 34 millions, qui qui gagnent est vrai. moins de 2 000 euros. Donc, t'imagines, ça veut dire qu'on a 50% de ce que, à l'époque, le candidat pensait en termes de revenus pour pouvoir vivre. Et attention, il disait 3 000 euros, c'est le minimum. Hein. Il disait pas qu'on était riche. Hein. Si on Donc, est seul, si on doit accéder à un voilà, logement, mais même alors si on a des etc. alors t'imagines. Ouais, Et aujourd'hui, on a 30. Bon, moi, ce qui m'importe, c'est pas qu'on donne 100 euros à des gens. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on donne 100 euros à un nombre aussi important. 34 millions. Tu le sais très bien. Non, mais ça... Tu sais très bien, il y a suffisamment de gens qui sont... Rapproche-toi du micro, mon vieux. Il y a suffisamment de personnes dans ce pays qui sont au seuil de pauvreté sans qu'on en invente de nouveaux. Donc, grosso modo, il y a 8 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire aujourd'hui, qui sont au salaire, au revenu médian, et au seuil de pauvreté qui est calculé aux alentours de 1100 euros. Oui, mais on a des marqueurs aujourd'hui. Oui. Tu prends par exemple, tu as des marqueurs très simples. Tu prends tous les hard discounters allemands, les Lidl et les Aldi aujourd'hui, ce sont des magasins qui cartonnent. Oui. Les gens n'allaient pas chez... Il y a 20 ans ou il y a 15 ans, quand Lidl et Aldi ont attaqué le marché français, au départ, ils étaient sur ce qu'on appelle vraiment le hard discount. Les gens n'allaient pas à la base. Aujourd'hui, tu vas dans un magasin Lidl et Aldi, ils ont conquis la France. D'ailleurs, chaque année, ils sont numéro 1, puisqu'ils cartonnent même des fois les grandes surfaces. Bon. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on le veuille ou non, le pouvoir d'achat, et c'est pour ça que la NUP certainement cartonne, le pouvoir d'achat en France, qu'on le veuille ou non, a fortement diminué. Mais de toute manière, chacun voit bien en allant faire ses courses que tu y vas des fois la facture... Tu y vas ? Oui, j'y vais des fois, J'y vais des fois, il n'y a aucun problème. Je m'achète des fraises là en ce moment. Elles coûtent cher, les fraises. Les gariguettes. Elles sont très chères. Elles sont très chères. Oui. Et les cerises, je les ai vues à 10 euros le kilo. Alors, les cerises, n'en parlons pas. Évidemment. Non, mais sérieusement, quand on va faire... Mais on rentre dans une boulangerie. Moi, je suis un petit peu gourmand, c'est pour ça que je cours tous les matins pour pouvoir prendre ma pâtisserie à partir de 5 heures. Mais quand on prend aujourd'hui une pâtisserie et qu'on voit qu'elle est entre 2,50 € et 3,50 €... tu me donnes l'adresse, moi c'est beaucoup plus cher. Oui, mais on n'habite peut-être pas les mêmes quartiers, mon cher Ali. Voilà, donc non, c'est vraiment terrible. Non, c'est très cher la pâtisserie. Bon allez, zapping les enfants, c'est parti le jingle. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? On s'ose tout. C'est pas ça qu'on le connaît. Alors dans le zapping, on va beaucoup parler de cette soirée électorale qui a été extrêmement tendue. Je vous propose d'écouter 3 moments forts de débats assez houleux. Avec le premier, Rachida Dati, pitbull envers Clémentine Autain. C'était sur TF1, écoutez. Je vous avoue que je ne trouve pas le débat à niveau par rapport aux préoccupations des Français. On va vous laisser. Et j'ai vraiment un sentiment de Muppet Show là, vous voyez, à ma droite. Donc, on va vous laisser entre vous, entre gens qui votaient ensemble, on représente 40%, s'il vous plaît. Donc, pas de mépris. Ouais. Vous faites 25% c'est un désaccord. Avec toutes les gauches. C'est un désaccord. Pas de mépris. Non, mais je comprends que vous soyez... Il y a des soirs de défaite, il y a des soirs de victoire. Vous verrez. Il faut apprendre. J'entends bien. C'est dans la défaite qu'on apprend. Précisément. Donc là, je pense que vous pourriez rabaisser un petit peu votre caquet. Eh bien, vous ferez mieux de baisser d'un ton, parce qu'on verra au deuxième tour. Voilà, baisser d'un ton. Parce que je vais vous dire, très sérieusement, quand je vois les dégâts que vous avez fait en Seine-Saint-Denis, dans les écoles, dans les institutions, vous devriez baisser d'un ton. Madame Dati, c'est honteux. On peut recommencer, parce que ce qui se passe en France, vous en êtes responsable. Rachida Dati, on va laisser Clémentine Autain. Le racisme en France, c'est vous. La discrimination en France, c'est vous. S'il vous plaît, Rachida Dati.
Clémentine Autain, vous pouvez répondre. Rachida Dati, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Clémentine Autain, je crois qu'elle a compris. Clémentine Autain, s'il vous plaît. Rachida Dati, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Clémentine Autain, s'il vous plaît, Rachida Dati, merci. Votre parole est terminée. Clémentine Autain, juste un mot factuel pour faire baisser la température de ce plateau. Quand Guillaume Pelletier dit la droite, les droites, plus la droite radicale et les droites extrêmes pèsent 38 ou 40%, il a raison factuellement. Je veux que l'on parle de l'enjeu de cette élection. Voilà. 3 fois ou 4 fois, j'ai entendu parler de Burkini. Moi, ce dont on m'a parlé dans cette campagne, vous voulez que je vous dise c'est quoi ? C'est du prix des pâtes, qui a augmenté de 15%. C'est du prix... Je ne vous ai pas coupé la parole, Madame Dati, donc vous allez m'écouter. Allez-y. Alors, je ne vais pas vous écouter parce que le communautarisme, ça m'intéresse pas. S'il vous plaît, Rachida Dati, ça m'intéresse pas. Non, mais on respecte quelques règles sur ce plateau. Le prix des pâtes ne vous intéresse pas, je comprends bien. Ça m'intéresse pas. Je vous comprends bien. Ça vous intéresse. Vous victimisez les gens. Vous savez, vous ne cherchez pas les électeurs, vous cherchez des victimes. Voilà, c'est ça ce que vous avez fait de la France et d'une partie de notre jeunesse dans beaucoup de territoires en France. Madame Dati, vraiment Rachida Dati, il faut que vous arrêtiez de parler pour laisser Clémentine Autain. Clémentine Autain, un dernier mot pour vous. S'il vous plaît. Je veux terminer ma phrase et respecter aussi que ce soir nous sommes en tête. Quand vous me respecterez, je vous respecterai. Rachida Dati, Clémentine Autain, la parole est à vous. Madame Dati, il se trouve que quand vous allez aujourd'hui dans un hypermarché, voilà, vous ne pouvez pas prendre 2 bouteilles d'huile parce qu'il y a trop de gens qui essayent d'en acheter parce qu'ils ont peur de la hausse des prix. Vous avez appelé à voter Macron c'est ça la réalité. Madame Autain. Mais vous racontez n'importe quoi, vous savez très bien. Mais pourquoi vous avez appelé à voter Emmanuel Macron pour vous en plaindre? Alors Monsieur Bardella, je vais vous mettre tous d'accord. Voilà, alors franchement, quand on entend ce genre de débat, comprenez que les gens n'aient pas envie d'aller voter. Ça, c'est clair que la dame du 7e en Louboutin qui donne des leçons à la terre entière, au bout d'un moment, ça va bien. Mais les médias adorent aujourd'hui Rachida Dati parce qu'elle fait le show en permanence. C'est Madame Sulfateuse. Voilà. Mais enfin, sa famille politique, elle ferait mieux de se consacrer à la reconstruction de sa famille politique, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu pénible parce que trop systématique. Alors, autre moment parce que fort, là, Ali sincèrement, c'est quand même honteux de la part de gens qui nous donnent des leçons, en général, sur le civisme, de se comporter comme ça sur des plateaux télé, allant dans l'émotion, l'invective, l'insulte. Elle devrait plutôt venir à Radio France Maghreb, on va peut-être lui apprendre à débattre, parce que même Rachida Dati, vous pouvez venir. Parce que même si nous on débat, si on n'est pas d'accord, on n'est quand même pas à ce point d'arriver. T'imagines un peu qu'est-ce qu'elle a dit, c'est de votre faute, si le pays est dans cette situation, le racisme c'est de votre faute, vous avez détruit le pays. Franchement, moi à sa place, j'ignorais que c'était Mélenchon et Lanups qui étaient aux manettes. Voilà, moi à sa place, sincèrement, j'aurais un peu honte, mais comme l'a dit justement Pierre aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans des émissions de show. Même le commentateur et les deux qui, je sais pas si c'est des gens très aguerris, n'arrivaient même pas à les retenir. Et en plus, elle habite soi-disant dans le 7e, où normalement on se voit, on a un minimum d'éducation, on a le droit de pas être d'accord, mais aller dans l'invective et l'insulte, sincèrement, c'est vraiment pitoyable. Et rien que pour des raisons comme ça, dans une entreprise, je pense que les collaborateurs auraient déjà été remerciés. Parce qu'au-delà de la compétence qu'elle n'a pas, elle a aussi un problème de comportement. Oui, mais elle a un problème de comportement. Qui est encouragé, qui est encouragé très sincèrement par les médias. Il l'adore. Il l'adore parce que elle arrive sur un plateau et elle flingue absolument tout ce qui. Dans un instant, on écoutera Sandrine Rousseau. Mais au passage, ça veut dire aussi que les femmes ont souvent un rapport aussi au pouvoir auquel les mecs n'ont rien à envier. Je te laisse l'entière responsabilité. Mais je viens de le dire. Mais moi, j'assume tranquillement. Allez, on est de retour dans un instant. Je peux dire d'ailleurs la même chose à l'égard de Sandrine Rousseau. Oui, qu'on écoutera dans un instant. Et voilà. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec Ali, avec Pierre-Henri. On est en plein zapping et nous écoutions il y a quelques instants le moment fort de cette soirée électorale. Enfin, fort. C'est peut-être pas le mot approprié. Le moment triste. Le moment triste, il y en a un autre.
bon, un peu moins quand même virulent que celui de Rachida Dati et de Clémentine Autain, c'est Sandrine Rousseau et Stéphane Le Foll. Écoutez. Venez avec nous. Non, si vous voulez avoir des droits sociaux, si vous voulez faire en sorte que, enfin, on sorte de cette espèce de destruction petit à petit de nos droits sociaux, si vous voulez faire en sorte qu'on réforme véritablement l'agriculture, si vous voulez faire en sorte que véritablement on prenne le virage de la transition énergétique, en même temps, venez. Et alors on le fait. Sinon, assumez le fait d'être libéral vous aussi. Mais je veux dire, on n'a pas de temps à perdre avec ça aujourd'hui. Ce qu'il nous faut faire, aujourd'hui. Attention, si vous dites que je suis libéral, je vais vous dire que vous êtes d'extrême gauche et on va faire avancer le débat. Moi, je vais vous dire, j'ai fait du porte-à-porte dans ma circonscription. Non, dis pas vous calmer. On est respectueux sur ce plateau. Il n'y a pas de se calme. Chacun prend la parole l'un après l'autre, c'est vrai. Les spectatrices apprécient la justesse de cette remarque. Bon, il n'y a rien de grave là, non, on n'en fait pas un peu trop. Franchement, faut arrêter. J'ai vu repris sur les réseaux sociaux ce passage avec Sandrine Rousseau et Le Foll, où Le Foll lui dit mais il faut se calmer. Bon, mais rien de bien dramatique parce que aujourd'hui il y a une espèce de posture d'un certain nombre de femmes qui sont engagées en politique où dès qu'elles arrivent sur un plateau, elles polémiquent et s'il y a une réponse du type qui est en face, on dit oh là là, sexisme. Faut peut-être là aussi baisser d'un ton parce que alors sinon ça ne veut plus rien dire. Oui, il y a du sexisme dans cette société, il faut le combattre, mais pour autant, faut cesser aussi de l'employer à tout bout de champ. Autre moment, entre Corbière... Et c'est vrai que c'est un vieux mâle blanc qui dit ça. Enfin, très en forme. Ça va. Je préviens. Bonne et Corbière qui se sont écharpés aussi, écoutez. J'espère d'ailleurs, monsieur Bonne, que vous voudrez bien débattre. Enfin, on va discuter. Parce qu'on va débattre. Non, mais les Français soient disent quelque chose de très fort. Une modestie, M. Corbière, d'abord on a des estimations. Non, j'ai aucune modestie, j'ai une grande fierté sur ce que nous avons fait au vu des estimations. Soyez pas arrogant, M. Corbière. Je suis pas arrogant. Vous connaissez pas encore vous demandez la modestie. Estimations. Je dis seulement à Philippe Corbet qu'à ce stade, ce que les Français doivent entendre, c'est pas la projection. Vous ne prenez pas les chiffres qui vous arrangent seulement. Non. Moi je veux. Attendez. Soyons clairs. Que au lieu de Mélenchon ne sera pas Premier ministre de la France. Écoutez, Mélenchon ne sera pas Premier ministre de la France. Ça risque, y compris de mal se passer, y compris pour 100 personnes dans votre circonscription. Ce que je dis, c'est qu'au lieu d'analyser ce que disent les sondages dans une semaine, regardons ce qui a lieu ce soir. Oui. Et ce soir, l'événement, c'est que vous êtes derrière et que nous sommes en tête et que d'abord on le fait des estimations. Merci. C'est une analyse. C'est ce que je dis, Philippe Corbet. Attendez, laissez parler Philippe Corbet. Oui. Non, ce que nous regardons, c'est les résultats au premier tour. Merci. Et selon les circonscriptions, nous estimons que quand je dis nous, c'est Elab qui, c'est Bernard qui le fait, estime que la NUPES peut obtenir entre 172 sièges et 220 sièges. Vous n'en savez rien, il va se passer une semaine de campagne. C'est une analyse à partir des résultats du premier tour, ce n'est pas un sondage. C'est pour l'expliquer aux téléspectateurs. Mais ne faites pas croire aux Français que Mélenchon ne sera pas Premier ministre, il peut encore l'être. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, bon, Corbière qui a été réélu au premier tour, rappelons-le, donc de cette élection. Voilà pour ces moments forts. Je voulais vous faire écouter un truc, les gars. C'est la Macronie qui ne parlait pas de la même voix à propos des fameuses consignes de vote au cas, et il y en a quand même quelques-unes, où il y aurait un affrontement entre la NUPES et le Rassemblement National. Je crois qu'il y en a 58 de mémoire. Écoutez un petit peu les différentes personnalités qui se sont exprimées sur les plateaux de télé dimanche soir. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Aujourd'hui, je le vis dans ma chair depuis non seulement le début de cette campagne, mais depuis 5 années maintenant. Je l'ai toujours dit à titre personnel, moi je n'ai jamais mis de signe égal entre la NUPES, même ce que je considère comme étant l'extrême gauche, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, et le Rassemblement National. Le candidat de la gauche ou le candidat du Rassemblement National? On verra quelles sont les situations locales qui se présentent. Moi je vous ai répondu, c'est très clair. Non, mais je vous dis, on verra les situations locales qui se présentent, quels sont les candidats qui sont en place, et il y a des positions qui seront prises. Très bien, donc, au moins c'est si le candidat est d'origine... Non, je vais être extrêmement clair ce soir, pas une voix ne doit aller au Rassemblement National, et partout nous appelons à faire battre les candidats de l'extrême droite. C'est notre ADN, on s'est construit là-dessus. Sur des résultats qui ne sont pas définitifs, ça va bouger toute la soirée. Mais c'est une question qu'on pose tout de suite après le premier tour. C'est une question qui concerne très peu de circonscriptions. Donc moi je veux bien qu'on tire des généralités sur 2 ou 3 ou peut-être une dizaine de circonscriptions. Je crois que ce sont des débats locaux et ça n'est pas ce soir un enjeu national. Ça parlait pas de la même voix quand même avec Olivier Grégoire qui est la porte-parole du gouvernement qui ignore qu'il y en a 58. C'est pas un petit peu quand même. Oui.
Mais je crois surtout que l'on peut être stupéfait, et je l'ai dit à mes amis, y compris à mes amis politiques, que par l'état d'impréparation lors de cette soirée des représentants du parti présidentiel. Enfin, cette question du rapport au Front National, chacun savait que ça allait se poser. Or, il faut avoir une colonne vertébrale. La colonne vertébrale est très simple. Moi, j'ai passé mon temps à essayer de convaincre mes amis de gauche qu'il fallait voter Emmanuel Macron lors de la présidentielle pour faire barrage au Rassemblement national. Jamais je ne ferai un signe égal entre le Rassemblement national et les formations de gauche qui appartiennent à l'arc républicain. C'est très simple. Alors, ensuite, que l'on me dise... dire, quand même. C'est ensuite que à l'intérieur de la NUP et parfois de LFI, il y ait des gens qui aient pris des positions assez étranges. C'est possible, mais il y a une position nationale qu'il faut prendre et qu'il fallait prendre dès le soir de l'élection, qui est de dire, en fait, il fallait faire une Mélenchon, pas une voix pour le Front National. Très bien. Point barre. Point barre. Ali, tu nous donneras ton avis dans un instant. Ouais. Et dans un instant, le quiz. Le quiz. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Ali, avec Pierre-Henri. Alors, Ali, rapidement sur ce dont on parlait, sur un problème de vision, sur les consignes de vote de la Macronie. Ça parlait pas d'une seule voix, entre Blanquer qui disait non, pas de voix pour Mélenchon, pas de voix pour Le Pen. Enfin, qui mettait un petit peu à dos à dos les deux, quoi. On revient sur ce que j'avais dit depuis le début. C'est-à-dire si ce parti politique existait vraiment avec une vraie ossature, avec un vrai patron, on rejoint ce que Pierre disait, ça voudrait dire ils parleraient tous, parce qu'ils ont tous ce qu'on appelle les éléments de langage. Ouais. Donc quand tu es dans un parti, que tu as des éléments de langage, tu as remarqué que quand ils parlent tous à la télé, ils répètent tous la même chose. Là, visiblement, ça prouve bien que ce parti politique, La République En Marche, n'existe pas, voilà, qu'on le veuille ou non, il n'y a rien. C'est une coquille vide, il n'y a rien. Il y a cette espèce de mouvement qu'on appelle Renaissance. Et je pense peut-être que le parti politique de Bayrou, Modem, aurait pris une position très claire, ou même le parti peut-être d'Édouard Philippe, mais qu'on voit que dans la République En Marche, effectivement, chacun raconte un peu ce qu'il veut, et c'est pour cela qu'on entend des discours qui sont un peu, on ne sait pas, oui, non, c'est pas bon, ah si, aucune voix pour l'extrême, ah non, c'est à voir, et Blanquer qui te dit, parce que Blanquer, on voit qu'il est un peu aigri, hein. Ouais, très aigri. Je sais pas qui va envoyer son CV, mais j'espère qu'il va être rapidement... je sais pas par qui va t'embaucher. Hein. C'est parti pour le quiz. Restez. Non, c'est pas ça. Le quiz, il est là. Le quiz. Il oppose Pierre-Henri, représentant de la Macronie, à Ali, représentant c'est facile, du en même temps un peu plus proche de la NUPES. Oh. Le match ça, tu assumes, hein, mon cher Ali. Hein. Moi, je parle des idées. Moi, après, on mettra ça sur ton CV. Moi, je m'en moque. Non, moi, c'est bon. Pas de honte. Ah, mais il n'y a aucun problème. Moi, j'assume. Je répète, je suis social-démocrate. Okay. Première tu y question. vas sur le quiz. Oui, on y va. Ouais. Quelle personnalité ne travaillera plus sur CNews et Le Figaro? Zemmour. Oui. C'est ce qu'a affirmé son entourage. C'est une bonne nouvelle? Je m'en fous, je regarde pas CNews. C'est une excellente nouvelle pour la simple bonne raison, c'est qu'en dépit de tout ce qu'il a eu pendant 2 ans, son tapage médiatique tous les jours, heureusement que la France est quand même solide et qu'on a quand même des gens qui ont mis quand même, excuse-moi du mot, un coup de pied à ce parti qui n'était malheureusement qu'un parti de haine et un parti certainement raciste. Voilà. Et le pari Bolloré n'a pas fonctionné, donc ils vont chercher un autre clown. Deuxième question. Question histoire. Oui. Quel président français est assassiné à Lyon par un anarchiste Herriot. En 1894? Non, pas du tout. C'est pas Herriot. C'est... Je cherche un président français assassiné à Lyon par un anarchiste en 1894. 1894. Oui.
Et on peut regarder le quiz sur Google, Christophe Le Grand Forum pour voir si les gens trichent. Et visiblement, oui. Pourquoi ? Je sais pas, je te vois regarder sur ton portable. Pas du tout. Pas du tout. 1894. Oui. Un président. Oui. Assassiné. Oui. Assassiné. Ça va, ça c'est pour gagner du temps, ça. Non, attends, je cherche. Bah oui, mais cherche, on n'a pas toute l'émission non plus. Ah bah oui, mais... bah oui, quoi ? Il faut au moins 30 secondes. Sadi Carnot. Oui, Sadi Carnot. Voilà, merci Google. Voilà. Sadi Carnot est une bonne réponse. Vous voyez comment ils sont, chers auditeurs ? Vous cherchez dans votre tête et bien entendu, on remercie l'iPhone. Allez-y, vous pouvez voir sur Christophe Le Grand Forum en direct, évidemment. Troisième question. Quel pays a produit sa première électricité éolienne en mer ? Éolienne en mer c'est pas la France. C'est la France. Ah oui, la France. C'est une bonne réponse. C'est la France qui produit pour la première fois. Il a dit c'est pas la France, donc c'est pas une bonne réponse, Ali. C'est la France. C'est une bonne réponse. 2-1 pour Ali. Attention. Oui. Quatrième question. Charles Pasqua. Oui, Charles Pasqua. Et Philippe de Villiers créent quel parti en RPF. Oui. En 1999, bravo, le Rassemblement pour la France. Qu'est-ce qu'il est devenu ce parti ? Rien. D'accord. Je voulais le reprendre, mais bon, il n'y avait plus rien. Il vaut mieux pas reprendre le RPF. Non, Pasqua était rigolo. Je vais terroriser les terroristes. Oui. Cinquième question. L'Algérie a suspendu. L'Espagne. Oui, a suspendu mercredi dernier un traité d'amitié et de bon voisinage et de coopération conclu en 2002 avec l'Espagne. C'est Ali qui est arrivé en première position. Sixième question. Quel judoka... Je pourrais demander la VAR. Non, il n'y a pas de VAR, c'est moi la VAR. Bon. Quel judoka devient champion du monde ? Teddy Riner. Teddy Riner, dans une catégorie il y avait le choix, de plus de 100 kilos en 2007. Teddy Riner. Attention, septième question. Quel pays du Maghreb devrait être touché par une grève générale ce jeudi ? Tunisie. La Tunisie est une bonne réponse. Huitième et dernière question. Je cherche à présent un révolutionnaire cubain. Che Guevara. Che Guevara, évidemment. Il n'était pas cubain. En 1928. Il n'était pas cubain. Et 1928. Il a jamais été cubain. Ernesto Che Guevara. Ouais, ben d'accord. Le 9 octobre 1967, pardon. Oui, mais il n'est pas cubain. C'était un cubain. Non, moi je pense. Non, je pose réclamation. Parce que la dernière question induit tout le monde en erreur. De toute façon, avec ou sans la dernière question, Ali avait gagné. Je reconnais ma défaite. Merci. C'est tendance en ce moment dans la Macronie, non ? De quoi ? De la défaite. Alors on va poser une question à Pierre, on l'a en direct, Dans quel état est la Macronie aujourd'hui ? Toi qui as peut-être des informations. Ils ont peur ? Non, mais sincèrement, c'est une question sérieuse. Ils ont peur en ce moment. Est-ce qu'ils sont inquiets franchement ou pas ? Non, je pense que bien entendu, le fait de ne pas avoir la majorité, il n'avait pas anticipé absolue, peut poser un certain nombre de questions. Il y a des débats au sein de la Macronie. Donc c'est normal. Je dirais pas qu'ils sont inquiets. Ils se battent pour avoir la majorité. Voilà. Salut à tous. Rendez-vous demain 16h. Après, je ne suis pas le porte-parole de la Macronie. Moi. Merci Pierre, merci Ali. Ciao, à demain. Ciao.